Dior. Rien que ce nom, ça évoque immédiatement le luxe, l'élégance, l'image de Paris. Mais on va voir que derrière les robes magnifiques et les parfums mythiques, il y a une histoire bien plus complexe, bien plus humaine. C'est l'histoire d'un homme qui a bâti un véritable empire, mais un empire fondé sur ses propres fragilités. Voilà, cette phrase résume tout. L'histoire d'un homme brisé devenu légende. On va voir que ce n'est pas juste le récit d'une entreprise à succès. Non, c'est avant tout l'histoire d'un créateur de génie, mais un homme hanté par ses angoisses, qui a réussi le tour de force de transformer sa douleur en un héritage de beauté éternelle. En fait, il y a vraiment deux Dior. D'un côté, l'image publique. Le couturier qui a révolutionné la mode, l'homme d'affaires au succès mondial, bref, un symbole du chic absolu. Et de l'autre, il y a l'homme, en privé, un être rongé par l'anxiété, incroyablement superstitieux et tourmenté par les drames de sa vie. Et c'est ce contraste permanent qu'on va explorer. Alors, pour comprendre le personnage, il faut revenir au tout début, à une enfance qui a vraiment commencé comme un conte de fées, avant que tout ne bascule de la manière la plus brutale qui soit. On est donc en 1905, à Granville, en Normandie. Christian Dior naît dans une famille d'industriels très aisés. Il grandit dans une maison sublime qui s'appelle les Rums, face à la mer. Et cette maison est fondamentale. Il dira plus tard que son style, sa vie même, doivent presque tout à cet endroit. Particulièrement aux couleurs de la maison, ce rose et ce gris si particuliers qui deviendront sa signature. Déjà à l'époque, lui, il rêve d'art, d'architecture. L'usine familiale, très peu pour lui. Et puis, en 1931, c'est la catastrophe. Tout s'effondre, et d'une violence. En quelques mois, sa mère, qu'il adorait, meurt subitement. Son frère sombre dans une grave maladie mentale. Et pour couronner le tout, son père est ruiné par la crise de 1929. C'est la faillite. La villa de son enfance est vendue. Christian Dior a 26 ans, et il se retrouve sans un sou, sans soutien, complètement perdu. Pour survivre, il fait ce qu'il sait faire, il dessine, il vend ses croquis de mode, et son talent est tellement évident qu'il est tout de suite remarqué. Des maisons comme Balenciaga ou Nina Ricci lui achètent ses dessins. Ça lui permet de décrocher des postes de modéliste. D'abord chez Robert Piguet, où il a un premier vrai succès avec un tailleur pied de poule, et puis chez le grand couturier Lucien Lelon, où il travaille aux côtés d'un autre futur géant, un certain Pierre Balmain. On avance un peu dans le temps et on arrive au moment qui va tout faire basculer. Un moment qui naît d'une rencontre, bien sûr, mais aussi, comme très souvent avec Dior, d'une bonne dose de superstition. On est en 1946. Le grand industriel Marcel Boussac, le roi du coton, lui fait une proposition incroyable. Financer sa propre maison de couture. Dior, fidèle à lui-même, il doute, il hésite. Mais voilà, en chemin pour un rendez-vous décisif, il trébuche sur un objet par terre. Une étoile en métal. Pour n'importe qui, ça n'aurait aucune importance. Mais pour lui qui voyait des signes partout, c'était LE signe du destin qu'il attendait. Alors il a dit oui. Et c'est comme ça que la maison Dior est née, au 30 avenue Montaigne. 12 février 1947, c'est le choc, le premier défilé Dior. Il présente une silhouette qui est une vraie révolution. Des épaules douces, une poitrine haute, une taille de guêpe hyper marquée et une jupe incroyablement ample qui arrive à mi-mollet. C'est une rupture totale avec les silhouettes austères des années de guerre. La rédactrice en chef du magazine Harper's Bazaar, Carmel Snow, s'est alors exclamée « My dear Christian, your dresses have such a new look ». Le nom est resté. 26 mètres. Ce chiffre peut paraître abstrait, mais il faut bien imaginer ce que ça représente. C'est la quantité de tissu qu'il fallait pour faire une seule robe de cette collection. À l'époque, une robe normale, c'était à peine 3 mètres. C'était une audace folle. Dans une France qui sortait à peine du rationnement, il offrait un retour à l'opulence, à la féminité, à l'optimisme. C'était littéralement le retour du rêve. Le New Look, c'est un triomphe mondial et immédiat. Dior va bâtir un empire à une vitesse absolument fulgurante. Mais ce succès a un prix. Et pour Christian Dior, personnellement, ce prix va être très très élevé. Tout va très très vite. En à peine un an, il ouvre une filiale à New York. La même année, en 1947, il lance le parfum Miss Dior, un hommage vibrant à sa sœur Catherine, qui était une grande héroïne de la Résistance. Il est aussi pionnier dans le business en développant un système de licence pour les accessoires, comme les bas. Évidemment, toutes les stars se l'arrachent, de Marlène Dietrich à Rita Hayworth. En l'espace de quelques années, il est devenu une icône planétaire. Pourtant, en coulisses, la réalité est bien différente. L'homme est dévoré par l'angoisse. Il vit dans la peur constante de décevoir, de ne pas être à la hauteur de son propre succès. Avant chaque défilé, c'est le même rituel. Il consulte des voyantes, il tire les cartes. Il est obsédé par son poids, il s'inflige des régimes drastiques. La pression est tout simplement colossale. Et puis, le 24 octobre 1957, alors qu'il est en cure en Italie, la nouvelle tombe comme un coup près. Christian Dior meurt d'une crise cardiaque. Il n'avait que 52 ans. Le monde de la mode est en état de choc. Son empire, au sommet de sa gloire, se retrouve subitement orphelin. Et sa mort a soulevé une question absolument cruciale. Comment une maison qui est à ce point l'incarnation de son fondateur peut-elle lui survivre ?
Alors qui a bien pu reprendre le flambeau? La maison a survécu, et de quelle manière? Grâce à une succession de directeurs artistiques absolument géniaux, chacun, du jeune prodige Yves Saint Laurent au spectaculaire John Galliano jusqu'à l'actuelle directrice Maria Grazia Chiuri, a dû faire face au même défi immense, réinterpréter l'héritage Dior tout en y injectant sa propre vision. Le tout premier, c'est celui que Dior avait désigné lui-même, son assistant, Yves Saint Laurent, qui n'a que 21 ans. Pour sa première collection, il ose s'éloigner de la taille de guêpe pour créer la ligne trapèze, une forme beaucoup plus libre, en A. C'est un triomphe absolu. On peut le dire, il a sauvé la maison du désastre. Des décennies plus tard, c'est John Galliano qui va marquer la maison de son empreinte. Avec lui, les défilés deviennent des spectacles grandioses, de véritables pièces de théâtre. C'était une ère de créativité exubérante, complètement folle, et qui s'est terminée, on le sait, de manière très brutale et scandaleuse en 2011. Et depuis 2016, une autre révolution. Maria Grazia Chiuri est la toute première femme à diriger la création de Dior. Elle a ancré la maison dans son époque, notamment avec des messages féministes très forts. On pense tous à son fameux t-shirt « We should all be feminist ». Elle a su réinterpréter l'élégance Dior pour la femme d'aujourd'hui. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que malgré tous ces changements directeurs artistiques, l'identité profonde de Dior, elle, ne bouge pas. Elle reste ancrée dans des symboles, des codes qui viennent tous de la vie personnelle du fondateur. Ces symboles, ce sont les piliers de la marque. L'étoile, c'est son porte-bonheur, celui trouvé par terre. Le chiffre 8, c'est la silhouette de sa première collection New Look. Le pied de poule, ça vient de l'un de ses tout premiers succès. Et le rose et le gris, on y revient toujours. Ce sont les couleurs des murs de la maison de son enfance. Chaque code de la maison Dior raconte en fait un petit bout de l'histoire de Christian Dior. Et c'est ce qui nous ramène à la question finale. L'histoire de Dior, c'est l'histoire d'un homme qui a réussi à puiser dans ses angoisses les plus profondes et ses souvenirs les plus intimes pour créer un univers de beauté qui nous fait encore rêver, plus de 70 ans plus tard. C'est une sorte d'alchimie incroyable, entre la fragilité et le génie.